Bonjour, bienvenue, bon réveil à vous dans la matinale week-end. En ce dimanche 6 février, on est ensemble pour 3 heures d'infos en direct, infos et débats bien sûr. À 8 heures, Robert Ménard sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Et puis à 10 heures, le grand rendez-vous, Sonia Mabrouk recevra deux invités, Gilbert Collard, eurodéputé et porte-parole d'Éric Zemmour, et Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté. Mais tout de suite, pour m'accompagner dans cette première heure, j'accueille Caroline Pilastre, chroniqueuse à Sud Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonjour. Bonjour À vous. On se retrouve juste après la météo de votre dimanche avec Claire Delorme. Bonjour à tous. Un temps qui se dégrade par le nord avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation dans la deuxième partie donc de la nuit. Elle va non seulement arroser les sols d'un bon tiers nord du pays, mais ça sera surtout le vent qui sera revenu. Il souffle déjà très fort au niveau du Boulonnais, 90 km/h. Partout ailleurs, pour l'instant, ça reste sec. Vous allez voir que dans l'après-midi, cette perturbation, elle va se décaler puis glisser de la Normandie vers le Grand Est. Attention, les pluies pourraient se montrer localement soutenues dans ces régions-là, avec en prime une limite pluie-neige environ 1000 mètres d'altitude. On pourrait attendre entre 10 à 15 cm de neige. Et puis surtout le vent qui se renforce, il pourrait vraiment se montrer tempétueux dans les Hauts-de-France jusqu'à 100 km/h. Le soleil reste conservé en direction de la Méditerranée, mais là aussi, toujours avec Mistral et Tramontane. Pour les températures, attention aux gelées encore marquées sur certaines régions, moins 4 degrés, donc la minimale, en direction de la région Rhône-Alpes et du Massif central. 9 degrés, c'est déjà quand même beaucoup plus doux vers la Bretagne. Et dans l'après-midi, des températures stationnaires, mais légèrement au-dessus des normales de saison. 7 degrés, la minimale, là encore, pour le Massif central, et jusqu'à 16 degrés entre Corse et continent. Après la guerre des meetings hier, la guerre des sondages maintenant. Selon la dernière enquête Ipsos Soprasteria pour Le Parisien, Marine Le Pen et Éric Zemmour se retrouvent pour la première fois à égalité parfaite à 14% derrière Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. La candidate du Rassemblement national a perdu 8 points depuis septembre dernier. Les précisions dans un instant de Simon Guillain. A tout de suite Simon. Emmanuel Macron reste en tête des sondages, donc, mais les Français s'impatientent. Par souci d'équité avec les autres candidats, ils sont 51% à estimer qu'il doit se déclarer maintenant. Et 6 Français sur 10 veulent qu'il participe à un débat du premier tour. Et puis l'immense tristesse au Maroc. Ils étaient des millions à suivre la tentative de sauvetage de Ryan. Le petit garçon de 5 ans était bloqué au fond d'un puits depuis 5 jours. Les secours l'ont retrouvé mort hier soir. Jamais encore le match n'avait été aussi serré. Éric Zemmour et Marine Le Pen sont, selon un tout dernier sondage Ipsos, au coude à 14% donc des intentions de vote. Simon Guillain, bonjour. Que donne exactement ce sondage ? Eh bien, selon ce dernier sondage, Isabelle, vous venez de le dire, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont au coude à coude. Vous le voyez, tous les deux à 14%, juste derrière Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Mais la dynamique, eh bien, elle est du côté du candidat Reconquête. Éric Zemmour prend 2 points par rapport au mois dernier, alors que de son côté, Marine Le Pen en perd 3. Les défections du Rassemblement national ont dû peser. Le candidat Reconquête récupère 3% des électeurs de Marine Le Pen, mais c'est surtout chez les électeurs de François Fillon en 2017 qu'Éric Zemmour prend le plus de voix. Vous le voyez, plus 8% des électeurs de François Fillon. De son côté, Marine Le Pen perd 7% de ses électeurs de 2017. Elle en conserve un petit peu plus de la moitié, vous le voyez, 55% exactement. On va regarder maintenant ce que ça donne au second tour. Eh bien, Emmanuel Macron est donné vainqueur dans tous les cas de figure, 57-43 face à Marine Le Pen, et l'écart est un petit peu plus conséquent face à Éric Zemmour, 61% contre 39% pour le candidat Reconquête. Et si c'est Valérie Pécresse, eh bien l'écart se resserre, mais c'est toujours le président sortant qui est donné vainqueur avec 53% des voix contre 47% pour la candidate Les Républicains. Merci beaucoup Simon. Caroline Pilastre, il est assez éloquent ce sondage, puisque c'est la première fois donc on les voit au coude à coude, les deux candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Est-ce que pour Marine Le Pen, c'est une baisse passagère ou est-ce que c'est le signe d'un déclin inexorable ? Alors malheureusement, je n'ai pas cette réponse, parce qu'évidemment, en fonction des jours, les sondages sont fluctuants. On sait très bien que c'est une photographie à l'instant T. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des ralliements qui sont partis chez M. Zemmour. Et d'ailleurs, il ne s'est pas privé, lors de son meeting d'hier, de les rappeler pour un peu plus l'affaiblir. Il les a énumérés sans jamais la citer. Maintenant, il y a quand même une différence, je trouve, au niveau du fond et de la forme concernant ces deux candidats qui sont très ressemblants sur les sujets, comme on le sait, d'identité
française, sur la France, l'immigration, les questions de laïcité. Je veux dire, ils défendent quand même des choses assez similaires et c'est bien le problème. C'est qu'au lieu de se tirer la bourre, ils devraient quelque part faire l'union des droites, mais c'est impossible au vu de leur personnalité et sachant que Marine Le Pen défend quand même un parti qui existe depuis des années, qui est le parti de son père, avec quand même l'aura de sa nièce et Monsieur Zemmour, vous voyez l'amalgame, Monsieur Zemmour essaye à tout prix de lui siphonner en fait un maximum les voix. Oui, c'est lui qui prône l'union des droites. Complètement. Et il essaye de lui savonner la planche autant que possible pour, au cas où ils ne réussissent pas à gagner cette élection, récupérer le RN, avec Reconquête peut-être. Donc elle est peut-être affaiblie, mais elle a un côté qui paraît quand même plus humain que M. Zemmour lorsqu'elle se présente à ses militants, lorsqu'elle se présente à ses Français. On va y revenir là-dessus sur une partie très intimiste de son meeting. Mais d'abord, on continue à commenter ce sondage avec vous, William. Est-ce que Éric Zemmour montre qu'il est dans une vraie dynamique ou est-ce que c'est l'affaissement de Marine Le Pen qui le fait monter? C'est les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. En fait, Marine Le Pen est en baisse et Éric Zemmour est en dynamique pour différentes raisons. Marine Le Pen est en train de gagner la bataille sur la forme, mais Éric Zemmour est en train de la gagner sur le fond. Marine Le Pen gagne la bataille de la raison, mais Éric Zemmour gagne la bataille de la passion. Et lorsqu'on est sur une élection du premier tour, on choisit un candidat par conviction et par choix, et pas par élimination. Et Marine Le Pen, sur tous ces éléments, sur toute sa stratégie, elle est en train d'adopter une campagne de raison, mais seulement ces électeurs-là, et on l'a vu aux dernières élections régionales, lorsque ces électeurs ont déserté les candidats, notamment dans la région PACA, alors qu'il y avait une chance raisonnable de gagner pour Thierry Mariani. Elle est en train de perdre petit à petit son électorat, alors que Éric Zemmour est en train de l'engranger pour différents points. Premier point, c'est que Marine Le Pen adopte une stratégie de dédiabolisation et de normalisation. Alors pourquoi est-ce que les électeurs du Rassemblement national, alors que le pays se droitise, iraient voter pour elle, alors que les convictions n'ont jamais été aussi fortes, notamment sur ce camp-là? Deuxième point, Marine Le Pen est en train de reprendre tous les éléments de langage de la gauche. Elle parle comme France Inter sur le communautarisme chrétien. Seulement, autant c'est raisonnable pour une partie des Français, mais c'est pas raisonnable pour la partie d'électorat de la droite. Troisième point, d'un point de vue économique, elle est en train de petit à petit d'adopter un programme qui est pas loin de celui de Montebourg ou celui du centre-gauche. Pareil sur l'islamisme, elle prend un discours qui est similaire à celui de Manuel Valls lorsqu'il y avait les attentats de janvier 2015 et de novembre 2015. Donc en fait, elle se tire une balle dans le pied. Elle se tire une balle dans le pied dans la mesure où elle vise déjà le second tour en train de perdre le premier. Elle est sur une stratégie qu'on pourrait appeler une stratégie de baladeurisation. Seuls 55% de ceux qui ont voté pour elle au premier tour de la présidentielle en 2017 recommenceraient. Imaginez, 55%. Et ce taux était à 62% dans le dernier sondage. Ça veut dire qu'elle est vraiment en train de voir son électorat, comme certains de ses cadres, filer principalement chez Éric Zemmour, Caroline Pilas. Évidemment que M. Zemmour a rebattu les cartes en s'officialisation. Elle ne s'y attendait sans doute pas, puisque c'est son concurrent direct. Alors évidemment, elle ne le cite jamais non plus, puisque elle se positionne toujours en tant que première opposante à M. Macron, et elle se voit arriver, comme tous les autres qui se pensent hommes ou femmes providentielles, au second tour et gagner cette élection. Mais ce qui est évident, c'est qu'elle a, avec cette personnalité différente, plus empathique, plus arrondi sur certains angles, on va en parler tout à l'heure, donc je ne fais pas trop de teaser, mais ce côté social, je vais sans doute faire pousser des cris d'orfraie aux gens de gauche, mais elle a un côté très de gauche, comme le rappelait William, Marine Le Pen, que n'a pas M. Zemmour. M. Zemmour est plus libéral qu'elle sur beaucoup de sujets sociétaux. Et d'ailleurs, tout à l'heure, si vous me laissez l'opportunité d'évoquer un sujet, ça me tiendra à cœur. Mais en l'occurrence, donc, les électeurs de Marine Le Pen ont maintenant le choix avec une droite, une extrême droite, qui peut leur convenir, qui datait plus du temps de M. Le Pen, parce qu'idéologiquement, ils peuvent se retrouver dans ce candidat, au même titre que les LR pouvaient se retrouver chez M. Ciotti. Donc, est-ce que M. Zemmour va réussir justement à l'affaiblir définitivement? C'est la question qu'on peut se poser après cette élection. Et la question que je me pose également en tant que citoyenne, est-ce que certains LR, qui sont aussi déçus peut-être de l'angle que prend Mme Pécresse, ne vont pas partir par la suite chez M. Zemmour? Parce que dans chaque parti, vous avez plusieurs sensibilités et il est aussi en train de draguer l'électorat LR, clairement, qui est un électorat bourgeois et qui se sent orphelin depuis le départ de M. Fillon, enfin la défaite de M. Fillon. Oui. La marge d'erreur, on l'évalue toujours autour de 3 points. Dans les sondages, il faut quand même le rappeler. Ça veut dire que l'un et l'autre, au moment où on se parle, peuvent potentiellement se qualifier
pour le second tour, l'un ou l'autre en tout cas. Oui, mais en fait, il y a une question de dynamique. Mais avec quand même une différence, et un avantage pour Marine Le Pen si elle accédait au second tour face à Emmanuel Macron par rapport à... Oui, en fait, les deux ont des avantages et des défauts, et le problème qu'ils ont tous les deux, c'est la question de la dynamique. Après, il y a quand même du mieux depuis le meeting d'hier, dans la mesure où ils sont adressés aux Français. Mais le spectacle qu'ils ont donné pendant un mois, voire plus, c'est qu'en fait, ils sont adressés sur des questions qui sont purement politiciennes. Ils ont parlé des questions de mercato politique, ils ont parlé des ralliements des uns et des autres, mais ça n'intéresse absolument pas les Français. Là, le ton a changé hier. Là, le ton a changé à partir d'hier. Mais par exemple, je prends une étude d'OpinionWay. Cette étude disait que 75% des Français trouvaient que la campagne ne répondait pas aux enjeux, ne proposait pas de vision d'avenir et donc du coup ne correspondait pas aux attentes. Et c'est normal parce qu'en fait, les états-majors politiques, ça a commencé à s'améliorer depuis hier, mais s'adressaient uniquement sur des tambouilles politiques. Ils ne proposaient pas une vision des Français. Et ce qui va se jouer en termes de dynamique et en termes de temporalité, c'est quelle est la vision française proposée par Marine Le Pen et Éric Zemmour dans le cadre d'un premier tour, donc ça veut dire avec une prime à la radicalité. Et sur la question de la prime à radicalité, Éric Zemmour a un avantage. Après, si on parle sur le vote de raison, et donc du coup pour ses électeurs, qui a le plus de chances de battre Emmanuel Macron, Marine Le Pen a un avantage. Mais encore une fois, avant de penser au deuxième tour, il faut toujours penser au premier tour. Et c'est là où elle a une grande difficulté, parce qu'elle doit faire face à un choix stratégique. Dans la mesure où une partie de ses électeurs et une partie de ses cadres sont en train de partir, elle doit bétonner sa base. Mais pour bétonner sa base, il faut durcir son discours. Et ce durcissement de discours lui ferait perdre des points dans un éventuel second tour face à Emmanuel Macron. Donc elle est dans une stratégie qui est difficile, elle a un tournant de sa campagne et comment elle va l'aboutir et comment elle va mener en place cette nouvelle stratégie, c'est toute l'interrogation pour Marine Le Pen. Durcir son discours, c'est pas vraiment le cas, et adoucir sa personnalité, ça en revanche, ça l'est énormément. On a commencé à l'évoquer avec vous, Caroline Pilas, parce que dans le match des meetings, elle a choisi de jouer à fond la carte intimiste. À Reims, on l'écoute et on en débat juste après. Très vite, j'ai connu la violence politique quand j'étais petite fille à l'école. On m'a fait payer l'engagement de mon père. Des persécutions que l'esprit d'une enfant insouciante ne peut pas vraiment comprendre. À mes enfants qui comprendront un jour que le temps que je n'ai pas passé avec eux, je l'ai quand même dépensé pour eux. Mes enfants, je les ai élevés seuls pendant quelques années. J'ai été une de ces familles monoparentales, comme on dit. Et puis, parce qu'on n'échappe pas à son destin, la politique est venue me tirer par le bras un soir de second tour d'élection pour remplacer des orateurs qui, je crois, n'avaient pas très envie d'aller commenter une défaite. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai beaucoup appris, j'ai tâtonné, j'ai parfois échoué, je suis tombée. Je me suis toujours relevée. Bon, séquence pour le moins théâtrale. Ça fait un moment qu'on dit que pour sa troisième et dernière campagne, elle fend l'armure. Là, il n'y a plus d'armure du tout, Caroline Pilastre. Bah évidemment, elle joue la carte de l'honnêteté par excellence en revenant sur toutes les difficultés liées à la stigmatisation de son nom, au fait, comme elle le rappelait, qu'elle a élevé ses 3 enfants seuls, qu'elle les a eus en 1 an. En fait, elle joue la carte de la femme classique et justement qui veut être entendue par la majorité des Français en disant, vous voyez, je suis comme vous à l'arrivée. Je suis une femme politique avec mes failles, avec mes aspérités, mais je comprends ce que vous dites et surtout, j'ai fait mon mea culpa depuis 2017, j'ai appris de mes erreurs. Donc c'est du storytelling, clairement. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher? J'en sais rien. Si ça se réitère à chaque meeting ou à chaque débat, évidemment, là, on va revenir et mettre en doute sa sincérité. Après, je ne suis pas le péniste. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Elle est revenue sur certains points sociaux, sociétaux, comme la question du handicap, qui me touche, puisque je suis handicapée visuelle depuis l'âge de 13 ans et demi, à un taux d'invalidité de 80%, et de prime abord, j'ai un handicap invisible, comme 80% sur 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Elle est revenue sur l'inclusion des enfants en situation de handicap, qui avait, souvenez-vous, créé une polémique avec M. Zemmour. Elle est revenue sur la question de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés sur les revenus du conjoint, qui est un de mes combats, comme celui de beaucoup de personnes en situation de handicap, et que ne veut absolument pas entendre la Macronie et Mme Sophie Cluzel, qui ont donné comme argument fallacieux à l'Assemblée, puisque ça avait quand même créé une polémique et toutes les oppositions étaient vent debout et sont parties de l'hémicycle, parce que la Macronie a dit que c'était une question, en fait, de problème de logiciel informatique, alors que c'était une question de budget. Elle est revenue sur ces questions. Je vous le redis, je ne suis pas le péniste, mais comme chacun d'entre nous, j'ai des sensibilités et cette question m'a touchée. Donc,
elle essaye évidemment de parler de manière la plus populaire possible à un grand maximum de Français. Elle a quand même une expérience depuis tant d'années de la politique et peut-être que ça va lui apporter un électorat supplémentaire, justement, peut-être sur certaines questions des personnes qui ont voté pour M. Macron précédemment ou qui doutent de voter Mme Pécresse ou qui trouvent que M. Zemmour est peut-être trop brutal justement sur ces questions sociétales, peut-être que ça peut lui apporter justement un supplément d'âme pour cette campagne. Mais honnêtement, ça ne m'a pas choqué. Vous savez, de toute manière, quand on est une personne exposée, une personne publique, médiatiquement, politiquement, il y a toujours un jeu d'acteurs à un moment donné. Les politiques... Là, les ficelles étaient un petit peu grosses. Vous trouvez ? Après, elle s'est présentée à la foule. Oui. Donc, c'était ses militants. Ils étaient de toute manière acquis à sa cause, au même titre que M. Zemmour, sur pas mal de questions. Je vous dis, cette séquence ne m'a pas choquée. Maintenant, il ne faut pas que ça se reproduise à chaque fois, parce que là, ça serait très gros. William T, la corde sensible, elle a visiblement touché. Est-ce que c'est pas risqué, malgré tout ? Non, c'est plutôt une bonne stratégie et c'est pas la première fois qu'elle l'emploie. Elle l'a employé aussi dans une interview ici chez Laurence Ferrari, effectivement, avec la question de Marion Maréchal. Elle était affectée sur le possible départ de Marion Maréchal. Moi, mon analyse sur la stratégie de Marine Le Pen, je ne dis pas que ce qu'elle dit est pas authentique et c'est certainement vrai. Et ce qui lui est arrivé et ce qu'elle raconte est vrai. Moi, je pense que sa stratégie, c'est en fait de se centriser, se dédiaboliser sur la question du fond et abandonner les totems qui étaient forts du Rassemblement national, sur la question de la double nationalité, sur la question de l'immigration, etc., notamment pour apparaître comme plus compatible et dire aux électeurs de gauche, vous n'avez pas besoin de voter pour Emmanuel Macron parce que je suis quelqu'un de respectable, donc ne faites pas le Front républicain. Et en fait, elle doit combler le fait qu'elle soit dédiabolisée sur le fond en apportant à ses électeurs de base, enfin son socle dur notamment à ses électeurs à elle et ceux d'Éric Zemmour, un combat sur la forme en disant il n'y a pas qu'Éric Zemmour qui a combattu la bien-pensance depuis des années, moi j'y suis soumis depuis ma naissance. Et donc moi je pense j'en ai fait les frais. Et j'en ai fait les frais à titre personnel en disant moi je suis crédible parce que j'ai vécu ces combats et je ne vous abandonnerai pas et je resterai comme vous et je resterai avec vous. Je pense que c'est ça sa stratégie pour masquer en fait son déplacement de plus en plus vers la gauche sur la plupart des questions de société, économique et régalienne. Et on verra si ça finit par être payant. On s'appuie beaucoup sur les sondages ce matin. On sait que ce n'est pas des prédictions, mais ça donne quand même une idée au moment où on parle. Et c'est parlant justement concernant Emmanuel Macron. 51% des Français estiment qu'il doit se déclarer maintenant. 61% souhaitent qu'il accepte un débat avant le premier tour. Résultat du dernier sondage Ipsos-Soprasteria pour Le Parisien aujourd'hui en France. Bon, tout le monde sait qu'il va être candidat, Caroline Pilastre. Mais pour les Français, ce qu'ils mettent en avant, c'est une question d'équité vis-à-vis des autres candidats. Question récurrente à chaque fois qu'un président sortant se représente. Écoutez, moi je suis d'accord avec ce sondage, je rejoins totalement ces Français. C'est-à-dire que M. Macron, légalement, constitutionnellement, a le droit, comme l'ont fait beaucoup de présidents, M. Chirac, M. Sarkozy, tous en ont profité. Voilà, s'officialiser au dernier moment. Parce que c'est quoi la crainte d'Emmanuel Macron et de la Macronie ? C'est que lorsqu'il sera candidat ouvertement, il puisse dévisser dans les sondages. Clairement, parce que ça sera un candidat au même titre que les autres. Mais il est en campagne. Je vais vous dire, il ne faut pas faire preuve d'hypocrisie ou d'utopie, appelez ça comme vous voulez. Mais quand on sait qu'il a déjà plus de 500 parrainages, qu'il y a un site internet avec vous qui a été créé, que ses militants, ses sympathisants font du porte-à-porte, que des ministres ainsi que des élus très connus sont en train de tracter sur les marchés, vous appelez ça comment ? On est en pleine campagne. Donc je veux dire, Monsieur Macron, ça ne sera une surprise pour personne, est déjà candidat. Mais j'attends aussi qu'il arrive à le dire à un moment donné et qu'on arrête un peu ce jeu de dupes. Et après, pour en revenir, alors je ne sais pas si je m'avance un peu dans le débat, sur justement le débat avec les autres candidats, on en parle maintenant ou je patiente un peu? Allez-y. Allez-y. Et puis après, on va avancer. D'accord, ok. Moi aussi, j'aimerais qu'il débatte. Une fois de plus, il a le droit de refuser... 6 Français sur 10 veulent qu'il débatte au premier tour. Les autres ne l'ont pas forcément fait aussi, donc on ne peut pas lui reprocher. Soyons honnêtes intellectuellement. Maintenant, il est quand même comptable d'un bilan et moi j'aimerais en tant que citoyenne l'entendre. Alors évidemment peut-être pas avec les 12 candidats parce que ça serait peut-être la foire d'empoigne, mais on pourrait penser à un débat qui serait divisé en 2 camps, 6 plus 6, mais ça serait normal quand même qu'il réponde aux questions des autres candidats et au panel peut-être qui interagira dans la salle comme ça se fait de plus en plus avec le numérique, des Français. Moi je veux l'entendre et puis je veux savoir ce qu'il propose pour les 5 ans à venir au cas où... Voilà un résumé de la majorité de l'opinion des Français. William Tay, il va descendre dans l'arène, il y a peu de chance quand même. Mais il n'a pas intérêt à descendre dans l'arène. Et moi, je vais répondre aux autres candidats qui disent oui, il doit descendre dans l'arène. Mais
Si vous voulez qu'il descende dans l'arène, il suffit de l'attaquer sur son propre socle électoral pour le conduire à descendre dans l'arène. Tout simplement, moi j'ai écrit un texte en disant Macron est dans un fauteuil pour différentes raisons. Premier point, en raison de la crise sanitaire. Deuxième point, c'est parce que les oppositions se tapent dessus entre elles et parlent des questions politiciennes plutôt que de parler de l'avenir des Français. Et enfin, troisième point, c'est le plus intéressant, c'est que ni la gauche ni la droite ne sont en train de l'attaquer sur son segment électoral. Si par cas vous aviez un candidat de gauche, pas Hidalgo parce qu'elle n'a pas le niveau, mais un candidat de gauche normal, classique, type Bernard Cazeneuve ou François Hollande qui l'attaquerait sur son électorat social-démocrate, et Valérie Pécresse qui, plutôt de d'attaquer sur l'électorat d'Éric Zemmour et Marine Le Pen, l'attaquerait sur son propre socle électoral. Emmanuel Macron serait en train de baisser et donc serait conduit, du coup, pour compenser cette baisse, à avancer sa candidature. Et du coup, ce sont la question des jeux politiques. Et si, moi je fais un pari qui est très simple, plus Emmanuel Macron sera candidat tard, plus il a de chances d'être réélu. Et donc, du coup, la stratégie... Et c'est visiblement la stratégie qu'il adopte. C'est la stratégie qu'il adopte. Et donc, du coup, l'objet, notamment pour Valérie Pécresse et pour la gauche, c'est de l'attaquer sur son segment électoral, de dénoncer, parce qu'il y a des manques, son bilan, notamment où il a des points faibles, notamment sur les questions économiques, sur le fait qu'il n'ait pas fait de réforme systémique sur les questions économiques, sur la question de la réforme de l'État, et aussi sur les questions régaliennes. Et si par cas... Et le temps, la sécurité, l'immigration, donc tant qu'il n'est pas candidat, il faut que les candidats en profitent non seulement pour proposer une vision d'avenir pour ces électeurs-là, donc du centre-droit et du centre-gauche, également de l'attaquer sur son bilan pour montrer les points faibles du macronisme. Et si par cas vous faites ça, Emmanuel Macron sera conduit à descendre dans l'arène. Et puis sur la question du débat, oui, moi je pense qu'il doit être candidat, qui doit participer au débat pour 2 raisons. Premier point, parce que c'est des questions démocratiques. Et deuxième point, parce que si par cas il n'est pas nous qu'il est élu par défaut, nous aurons la même chose que les Gilets jaunes, parce qu'Emmanuel Macron confond la légitimité de position et la légitimité d'action. Ce n'est pas parce que vous êtes élu président de la République que vous avez les capacités d'agir. Pour clore cette page politique, je rappelle que 2 invités au grand rendez-vous à 10h, Gilbert Collard et Marlène Schiappa. À l'étranger, tout le Maroc retenait son souffle depuis 5 jours maintenant en suivant les opérations de sauvetage pour tenter de sauver un petit garçon de 5 ans tombé au fond d'un puits. Mais Ryan est mort. Il a été retrouvé hier soir par les secouristes, provoquant une immense émotion dans tout le royaume. Marine Mulsé. Peu avant 22h ce samedi, les secouristes remontent le corps du petit Ryan, sans vie. Les 5 jours d'efforts acharnés n'auront pas suffi. La famille du petit Marocain est dévastée. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Mon cousin est parti. Que puis-je dire ? Que puis-je dire ? Je ne peux pas exprimer mes sentiments. J'étais content qu'il soit sorti du puits. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens maintenant. Mon cœur me fait mal, trop mal. Mon neveu, j'ai mal au cœur pour lui. Que Dieu soit avec lui, comme il est avec nous. Le drame a ému tout le pays. Des milliers de personnes avaient accouru en signe de solidarité et campé sur place malgré le froid glacial. Le roi Mohamed VI a appelé les parents du défunt pour leur présenter ses condoléances. Et puis toujours à l'étranger, Emmanuel Macron va rencontrer Vladimir Poutine demain à Moscou. Mardi, il s'entretiendra avec le président ukrainien Zelensky, toujours pour tenter d'amorcer cette désescalade entre les 2 pays. Pendant ce temps, les manœuvres militaires se poursuivent dans le nord de l'Europe, des exercices de l'OTAN auxquels participent des soldats français. Notre envoyé spécial Antoine Estève les suit à Tapa, en Estonie, non loin de la frontière russe. Ce sont des simulations de combat extrêmement proches de la réalité. On assiste effectivement à des scènes d'embuscade, des scènes de combat entre des chars d'un côté, des véhicules blindés ou encore des fantassins, des Estoniens qui affrontent des Britanniques qui affrontent parfois des Français. Tous ces combats sont menés dans la plaine de Tapa. On est dans le centre de l'Estonie, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière russe. Et évidemment, pour les Estoniens, ces manœuvres de l'OTAN sont une assurance vie donc face à la Russie et ses désirs expansionnistes en ce moment. Tous les chefs militaires que nous rencontrons ici nous expliquent que ces exercices grandeur nature font pleinement partie de la force de dissuasion du nord de l'Europe. Et évidemment, les pourparlers entre Emmanuel Macron et les Ukrainiens et la Russie en début de semaine seront particulièrement écoutés dans les pays baltes ici, anciennement des républiques soviétiques. Alors, selon les informations du journal du dimanche, l'entretien d'Emmanuel Macron et de Vladimir Poutine a été calé donc demain sans limite de temps. Il n'y aura personne d'autre que dans la pièce, à part les traducteurs. Est-ce qu'il prend un risque, Emmanuel Macron, avec ce déplacement ? Parce qu'il ne peut pas quitter Moscou sans avoir obtenu ne serait-ce qu'un petit début de quelque chose. Oui, il prend son risque, comme il le dirait, mais en même temps, il joue son rôle parce qu'il y a un manque. La confiance est rompue depuis une vingtaine d'années entre les États-Unis et la Russie, dans la mesure où les États-Unis, notamment avec George W. Bush, ont
ont intégré une partie des pays baltes dans l'OTAN et du coup ça a conduit à une rupture de confiance. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine ne veut pas que l'Ukraine intègre l'OTAN et donc du coup il faut que la France, comme à l'époque du général de Gaulle, joue son rôle de puissance d'équilibre et donc du coup instaure un dialogue à la fois entre les puissances ukrainiennes et également les autorités russes et donc du coup avec Vladimir Poutine. Moi je pense que c'est le seul acteur capable de le faire dans la mesure où l'Allemagne n'est pas capable de le faire et avec le retrait progressif des Américains, on l'a vu en Afghanistan. L'Allemagne avec le départ d'Angela Merkel. Le départ d'Angela Merkel et le retrait progressif des Américains, notamment de la zone Europe et du Moyen-Orient, c'est à la France de jouer ce rôle et d'être le garant de la stabilité en Europe. Avec donc les risques inhérents à ce déplacement. Avec un risque, mais Emmanuel Macron a compris, notamment depuis 2017 et lorsqu'il avait invité Vladimir Poutine au château de Versailles, qu'il fallait s'adresser avec Vladimir Poutine et que notre avenir, c'est que Vladimir Poutine s'approche plus de l'Europe que ne s'éloigne avec la Chine. Et donc du coup, il faut nouer un dialogue de confiance, un dialogue qui est ferme en montrant nos lignes rouges. Et nos lignes rouges, c'est de démontrer avec notamment des manœuvres militaires. La question pour Vladimir Poutine, c'est que si par cas il dépasse cette ligne rouge, l'Europe est capable de se défendre et d'intervenir militairement. William Tay, Caroline Pilastre, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Au programme, les propositions économiques d'Éric Zemmour qui ressort le fameux travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. On s'intéressera aussi à une candidature singulière à gauche, celle du premier candidat communiste depuis 15 ans, Fabien Roussel. Et puis une image forte du jour, les 70 ans du règne de la reine Elisabeth. Une longévité spectaculaire. À tout de suite. 7h30, bienvenue à vous dans la matinale week-end. Si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en compagnie de Caroline Pilastre et de William Tay. On développe ensemble les titres de ce dimanche. Et d'abord, ce sondage qui met désormais à égalité Marine Le Pen et Éric Zemmour. Éric Zemmour cherche à élargir son auditoire. Il était en meeting à Lille hier sur le thème du pouvoir d'achat. Clin d'œil à Nicolas Sarkozy. Il a ressorti le « travailler plus pour gagner plus » tout en dénonçant, je cite, l'assistanat généralisé. Fabien Roussel donne, lui, son premier grand meeting aujourd'hui. Le candidat communiste a choisi Marseille, la ville de Jean-Luc Mélenchon, qu'il a refusé de soutenir à la présidentielle. Façon pour cet ancien journaliste de se distinguer dans l'offre pléthorique à gauche. Et puis un anniversaire très spécial, celui des 70 ans de règne de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, âgée de 95 ans, a connu tous les présidents français, de Gaulle à Macron. Elle a fait une apparition hier à Sandringham pour la première fois depuis plusieurs semaines. En terre nordiste, Éric Zemmour a donc choisi pour thème principal hier le pouvoir d'achat. Il s'agit pour lui d'élargir son offre et donc son socle électoral en grignotant cette fois sur le terrain des Républicains avec la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy « Travailler plus pour gagner plus ». Le détail avec Mathilde Ibanez. Récompenser le travail et le mérite, c'est la proposition d'Éric Zemmour. Le candidat à l'élection présidentielle souhaite rendre l'argent aux Français à l'aide d'une prime zéro charge. Sans aucune taxe, ni aucune charge, ni patronale, ni salariale. Cette prime pourra représenter jusqu'à 3 mois de salaire net, 13e, 14e, 15e mois. Parmi d'autres mesures, le candidat souhaite également le remboursement de la moitié des frais kilométriques par les entreprises, 10 000 € de prime pour chaque naissance en milieu rural, pension de reversion revalorisée à 75% de la retraite de la personne décédée, mais également le doublement du plafond du quotient familial. Des mesures intéressantes mais insuffisantes pour cet économiste. La première réaction est positive de ce point de vue-là. Et d'un autre côté, il faut que ce soit normalement économique, une hausse de salaire. Et donc là, il faut un travail supplémentaire pour l'entreprise, une création de valeur, ce qui n'est pas le cas de la mesure proposée par Éric Zemmour. Pour financer ces mesures, Éric Zemmour souhaite arrêter de dépenser l'argent public et de supprimer les aides des étrangers qui s'élèveraient, selon certains économistes, entre 6 et 10 milliards d'euros. Éric Zemmour a émergé sur la question identitaire au début, ses prises de position sur l'immigration. Il fallait qu'il s'intéresse au quotidien des Français pour maintenant élargir son électorat, Caroline Pilastre. Évidemment, puisqu'on sait très bien que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Donc, tous les candidats s'y mettent. C'est vrai que Marine Le Pen, elle en parle depuis très longtemps, comme M. Mélenchon aussi. Mais M. Zemmour, jusqu'à présent, était sur les questions identitaires, sur les questions culturelles françaises. Et là, malgré le fait que ce soit un libéral, il a parlé évidemment du fait que le travail devait payer en opposition à l'assistanat. Il est revenu en faisant un genre de clin d'œil à Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, le mérite avant tout. Mais j'ai trouvé en fait que la manière dont il s'exprimait à ses sympathisants et aux Français plus globalement avait un côté plus populaire qu'habituellement, où on peut lui reprocher d'être
très techno et uniquement de s'intéresser au sujet que j'ai évoqué précédemment. Donc il est même revenu aussi sur le gaspillage, la gabegie du service public, sur l'argent public en règle générale, en disant qu'il ferait mieux que ses prédécesseurs. À voir, s'il était élu, si ce serait possible de mettre tout ça en place, comme vient de le dire l'économiste. Mais c'est vrai que là, on sent qu'il y a une orientation, un virage à 360 degrés sur les questions que porte et qui importe à la majorité des Français et aussi aux Gilets jaunes. Il a beaucoup parlé justement de l'essence, de la ruralité. Donc tout ça, par transposition, peut parler à une grande manne de Français. Il est attendu sur ce terrain-là, dont certains disent qu'il est beaucoup plus fragile que sur les thèmes qui lui sont chers, à savoir les thèmes régaliens qu'évoquait Caroline tout à l'heure, William. Éric Zemmour s'est lancé dans la course présidentielle en incarnant deux réponses à deux angoisses. La question du grand remplacement et la question du grand déclassement. Et il a répondu à la question du grand remplacement, notamment en parlant au Rassemblement national du Sud, incarné par Marion Maréchal, qui était l'ancienne tête de liste du Rassemblement national en 2015 dans la région PACA. Et maintenant, il part à Lille pour s'adresser en fait au bastion ouvrier plutôt de Marine Le Pen, donc du coup aux classes populaires et aux ouvriers classiques, en parlant sur la tendance plutôt sociale qu'on appelait à l'époque la tendance Philippot. Et est-ce que cette stratégie va fonctionner? Ça peut fonctionner dans la mesure où Marine Le Pen n'a pas des propositions qui sont très fortes d'un point de vue économique, hormis des mesures classiques comme la retraite à 60 ans, etc. Mais il n'y a pas de mesures à destination classique sur le point de vue du pouvoir d'achat. Et Éric Zemmour essaie d'en apporter quelques-unes. Alors après, est-ce que ces mesures-là vont fonctionner? Moi, je pense qu'il y a une limite. Premier point, c'est la question du financement. Il annonce plusieurs pistes pour limiter l'argent public, mais par contre, ses remèdes pour y arriver sont plutôt limités dans la mesure où il dit qu'il arrivera à financer ses dépenses à la fois en limitant l'argent public et aussi limitant l'argent pour l'immigration et en luttant contre la fraude sociale. Mais lutter contre la fraude sociale ne rapporte pas autant d'argent que cela peut escompter. C'est un peu comme lutter contre la fraude fiscale à gauche. À chaque fois, on annonce des montants astronomiques, mais on n'a jamais récupéré un tel montant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sa mesure économique. Donc, du coup, il veut décliner une mesure de prime qui défiscaliserait et désocialiserait, donc pas de charge et pas d'impôt dessus. Mais zéro charge, zéro taxe, zéro URSSAF. La difficulté, notamment pour comparer à la mesure de Nicolas Sarkozy sur la question des heures supplémentaires, c'est que les heures supplémentaires avaient un volet incitatif et ça incitait les employés à travailler davantage et donc du coup à déverrouiller la question des 35 heures dans les métiers en tension où les patrons ne pouvaient pas embaucher pour conduire à ces personnes-là de travailler quelques heures supplémentaires et donc du coup de toucher un argent supplémentaire. Est-ce que le patronat, dans la mesure où nous sommes dans une situation de crise économique, dans une situation de redressement, est-ce que le patronat va être encouragé à donner une prime supplémentaire alors que cette prime supplémentaire n'est pas accompagnée d'un travail supplémentaire? C'est là où l'idée d'Éric Zemmour peut être intéressante sur le papier, mais trouve des limites, notamment d'un point de vue concret. Et en fait, quand on va regarder activement, parce que nous on travaille sur les questions économiques, cette prime va toucher principalement non pas les travailleurs intermédiaires et populaires, dans la mesure où ils travaillent dans des métiers à tension et donc du coup à faible marge de manœuvre. Et donc les entreprises ne pourront pas payer. Et donc du coup, ces primes vont principalement toucher les catégories supérieures qui, eux, travaillent dans des métiers de service. Où là, les 14e et 15e mois qui l'évoquent, mais qui ne sont pas la réalité dans des métiers moins... Non, et donc du coup, ça va être plutôt dans les métiers de service et dans les métiers dits plutôt intellectuels, dans la mesure où ils travaillent dans des métiers avec une plus forte valeur ajoutée. Et donc du coup, il y a plus de marge de manœuvre pour que les entreprises puissent récompenser les salariés. Et donc Éric Zemmour, d'une idée plutôt intéressante à destination des classes populaires et intermédiaires, fait une mesure qui peut coûter très cher, mais plutôt à destination des CSP+, et donc du coup des cadres de profession intellectuelle. Et indirectement, oui, allez-y, Caroline. Pardon, mais tactiquement, ce qui a été très intelligent de sa part, c'est de revenir plusieurs fois sur le fait que les Français devaient vivre de leur travail, ne devaient pas mendier quelque part. Et vraiment, j'ai trouvé que là, il avait pris un axe qui était assez innovant par rapport aux fois précédentes. Il a voulu casser un peu son image en disant, vous voyez, même si moi, je fais partie des élites, je comprends le peuple, j'ai été voir des gens qui m'ont parlé de leur quotidien et qui veulent tout simplement joindre les deux bouts normalement, avoir des activités à la fin du mois et ne pas faire des choix entre se chauffer et manger. Et j'ai trouvé que stratégiquement, là, c'était malin parce qu'il arrive quand même sur l'électorat des autres à ce moment-là. Il y avait la voix de Nicolas Sarkozy qui planait nettement au-dessus du discours, c'est ça hein. Mais moi, je mettrais une limite sur ce point, c'est qu'effectivement, c'est un peu la personne néoconvertie qui essaye d'en faire plus pour essayer de convaincre ces personnes-là alors qu'il n'y arrive pas. La difficulté de ces travailleurs, c'est non seulement qu'il faut apporter une réponse à court terme, mais comme on n'a pas d'argent magique, la seule remède est qu'on ne peut pas augmenter les salaires sans nuire à la compétitivité. Le seul moyen d'aider les catégories intermédiaires et populaires, c'est d'agir sur ce qu'on appelle les dépenses contraintes, notamment les questions de dépenses de logement, les dépenses de nounou, les questions d'essence, qui sont des dépenses contraintes et qui grèvent la question du salaire pour ne pas nuire à la compétitivité économique des entreprises. Et pour permettre une montée en gamme, et donc du coup leur augmentation de salaire,
Il y a 2 pays qui ont réussi à le faire. C'est le Royaume-Uni et les États-Unis de Donald Trump et donc les Royaumes-Unis de Boris Johnson. Comment ils ont réussi à le faire? Non pas avec des augmentations de salaire ou des principes, c'est qu'ils sont arrivés dans une situation de plein emploi qui a conduit à une tension et donc du coup à une demande plus forte des entreprises qui ont dû, pour répondre au fait qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre suffisante, augmenter les salaires parce que pour attirer plus de personnes sur le marché du travail. Donc c'est plutôt une réponse de long terme qu'ils ont effectuée. Et Éric Zemmour n'apporte pas une réponse à la fois de court terme efficace sur la question des dépenses contraintes et une question de long terme de perspective économique pour augmenter le niveau de vie des classes intermédiaires et des classes populaires. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il se place au milieu en perdant des 2 côtés. Il est celui qui détonne le plus à gauche dans la course à l'Élysée. Le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, tient son premier grand meeting aujourd'hui à Marseille. Il est le premier communiste à se présenter depuis 2007. Mathilde Moreau. Fabien Roussel, candidat communiste, défenseur du terroir français. Ce qui ne plaît pas à ses adversaires de gauche. C'est cette gauche qui est un peu coupée du peuple et qui aujourd'hui n'arrive pas à le défendre et ne porte pas ses aspirations. Je veux incarner une gauche populaire, proche du peuple, et qui aime bien manger, et qui aimerait bien mieux manger. Autre point de divergence pour le candidat communiste, sa position sur le nucléaire, aux antipodes des autres partis de gauche. Nous avons besoin d'une énergie décarbonée, pilotable, et l'énergie nucléaire en particulier. Je suis le seul à défendre cette cohérence économique à gauche. Une proposition pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, le cœur de sa campagne. Le cœur de notre campagne, c'est de reprendre le pouvoir à la finance et de proposer aux Français de construire ensemble la France des jours heureux. Une campagne qui se veut différente de ses adversaires à gauche. Mais pour le moment, le candidat ne se dégage pas. Selon le dernier sondage Opinionway, Fabien Roussel se maintient autour de 3%. 3% n'empêche qu'il fait jeu égal avec Hidalgo. Exactement, Caroline. Au rythme où vont les courbes, le Parti communiste pourrait bien, pour la première fois depuis 40 ans, passer devant le Parti socialiste. C'est bien probable. La France des jours heureux. Un slogan plein d'espoir. Que dire à part qu'il faut quand même rappeler que depuis Marie-Georges Buffet, aucun candidat, donc depuis 2007... Elle avait obtenu 1,93% des voix. S'était présenté à cette élection. C'est vrai que M. Roussel dénote. Moi, j'apprécie en fait ce politique à gauche, tout simplement parce qu'il parle vrai, je trouve. Et c'est pour ça qu'il dénote et qu'il est très décrié par une certaine gauche, wokiste, indigéniste. Alors qu'il est plutôt salué à droite. Oui, parce qu'en fait, il est très clair sur les questions de laïcité, il est ferme sur ces questions-là, il est ferme sur l'immigration, sur la culture française. Souvenez-vous de la polémique encore qui a été créée il y a quelques jours quand il a juste dit qu'il appréciait la gastronomie française. En quoi c'est un scandale de mettre en avant le patriotisme culinaire d'un pays. Donc, si vous voulez, il y a une vraie dichotomie entre ces gauches qui n'arrivent pas à se rencontrer, à se comprendre, à s'entendre, et qui, à mon avis, vont avoir du mal à un moment donné, à force des années, à se retrouver, quoi qu'il en soit, puisque de toute manière, il a bien dit qu'il n'y aurait pas, cette fois-ci, d'alliance avec Mélenchon, comme ça avait été le cas pour les élections précédentes, puisqu'idéologiquement, il est en désaccord avec eux sur beaucoup de sujets. Je trouve qu'il fait une bonne campagne. Alors, il faudrait peut-être un peu plus le voir médiatiquement, plus l'entendre, mais c'est une gauche que j'estime, de mon point de vue, très respectable. Et c'est aussi ce que pensent certains Français. En tout cas, si on imagine que ce sondage à gauche indique que c'est Jean-Luc Mélenchon qui, pour l'instant, incarne le mieux la gauche à 51%, mais il arrive juste derrière Fabien Roussel. À 47%, ça veut dire qu'il devance Christiane Taubira, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, qui sont là depuis bien plus longtemps que lui. Oui, et qui bénéficie de moyens plus importants que lui aussi, avec des partis qui sont plus structurés, avec plus d'élus. Mais en fait, Fabien Roussel revient aux idéaux de la gauche. Et les fondamentaux de la gauche. Il reparle de la question d'égalité sans dériver sur les questions de discrimination positive. Il reparle des grandes valeurs républicaines sans tomber dans le communautarisme ou les attaques contre la laïcité, notamment avec le wokisme et la cancel culture. Il revient sur les fondamentaux, notamment parce que les électeurs de gauche, enfin les partis de gauche, ont muté. Ils ont abandonné le peuple pour s'adresser uniquement aux bobos parisiens et plutôt urbains. Et donc lui revient en fait à ce que c'est que l'électorat de gauche, les classes populaires, le travail. Il renoue en fait avec la question du travail, alors que c'est une question qui avait été abandonnée par Christiane Taubira, par Anne Hidalgo et même par Yannick Jadot, qui prône la décroissance dans la mesure où il propose un programme de rupture écologique. Et c'est pour ça en fait qu'il renoue avec les aspirations de la gauche, la difficulté qu'il a. Et je pense que c'est pour ça que ses intentions de vote sont plutôt basses, même si elles sont plutôt en situation dynamique.
c'est qu'en fait, il n'a pas de chance de gagner. Mais si par cas, il était à la tête d'un parti plus structuré comme le Parti socialiste, ou notamment à la place d'Europe Écologie Les Verts, il aurait des intentions de vote qui seraient beaucoup plus importantes. Et je pense que Fabien Roussel, ou en tout cas la ligne de Fabien Roussel, va permettre à la gauche de se réconcilier avec une partie du peuple. D'accord avec cette analyse, Caroline Pilastre? Sur la réconciliation, je n'en suis pas sûre du tout, parce qu'ils sont tellement différents sur les points liés à la laïcité, l'immigration. Oui, c'est une gauche vraiment responsable, pour moi aussi, celle de M. Roussel. Mais comment s'entendre avec des gens qui ont des égos, comme on le dit régulièrement, surdimensionnés, et qui sont tellement en désaccord? Cette gauche qui ne l'est plus vraiment sur les questions où on l'attendrait actuellement. Et c'est bien ce qui pêche, en fait, électoralement. Donc, je pense que peut-être, il a l'opportunité dans l'avenir de créer un mouvement plus important en ralliant les gens qui sont des déçus du PS, de ELV, d'LFI, à voir sur le long terme. Mais la grande alliance des gauches, à mon avis, n'arrivera pas, ou alors peut-être dans des dizaines d'années. On en vient à cette sculpture en hommage à l'émir Abdelkader qui a été vandalisée hier à Amboise, en Indre-et-Loire. Ça s'est passé pardonnez-moi, juste avant son inauguration. L'œuvre avait été proposée par l'historien Benjamin Stora. Écoutez la réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est évidemment une attaque contre ce qui fait même l'essence de la France, c'est-à-dire notre capacité à vivre de façon pacifiée ensemble et de regarder notre histoire. En ce qui concerne l'émir Abdelkader, c'était en plus le jour d'une cérémonie, si mes informations sont bonnes. Et donc je veux évidemment condamner cet acte qui est profondément débile. Et je veux dire à quel point nous ne parlons pas d'ailleurs assez de l'histoire de France pour voir que les relations avec l'Orient et qu'avec les musulmans est conforme à la grande beauté de notre histoire collective. William, tu as une réaction? J'ai perdu ma voix, mais ça va revenir. Non, moi je pense que c'est un acte qu'il faut condamner, et tous les actes vandalistes doivent être condamnés dans la mesure où la société est marquée par une radicalisation et une polarisation. Et les Français ne se parlent plus entre eux, et c'est ce qu'avait dit Gérard Collomb. Oui. Aujourd'hui nous habitons côte à côte et bientôt nous habiterons face à face. Et pour effectuer un acte de réconciliation, il ne faut pas surenchérir par rapport à un sentiment d'être blessé. Et je pense que les personnes qui ont fait ça ont le sentiment d'être ostracisées, blessées, notamment en raison de certains discours politiques. Je pense que c'est un acte qu'il faut condamner dans la mesure où il faut avancer vers une certaine... L'objectif de l'élection présidentielle aussi, d'avancer vers une réconciliation nationale pour refaire nation et reformer une communauté nationale. Évidemment, il faut dénoncer toutes les dérives, qu'elles soient de gauche ou toute cette forme ou de droite ou toutes les formes de dérives. Et par contre, il faut promouvoir toutes les actions positives qui permettraient d'avancer vers cette réconciliation. Caroline Pilastre. Toute statue vandalisée est scandaleuse. Et évidemment qu'il faut le dénoncer, il faut le condamner. Ce n'est pas une question de gauche, de droite. Et recontextualiser l'histoire est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Alors là, on ne sait pas qui s'est attaqué à cette statue. Mais quoi qu'il en soit, il faut être très vigilant parce que oui, nous sommes dans une période d'extrémisme et c'est très inquiétant. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais on se dit qu'il n'y a plus de limite en fait à la violence, quelle qu'elle soit dans notre société. Et voilà, moi j'attends de savoir si ces personnes vont être retrouvées rapidement et si elles vont être condamnées fermement, parce que c'est toujours un exemple de le faire d'une manière assez autoritaire pour montrer à tous ceux qui auraient l'envie, le fantasme de recommencer, qu'ils peuvent être punis et qu'on ne peut pas faire preuve de laxisme avec ce genre de choses. La fin des jauges dans les stades, reportage maintenant dans un match de rugby du top 14 hier à la Défense Arena. Le reportage d'Alexis Vallée et Loïc Tontant, et après je retrouverai ma voix, j'espère. À la Défense Arena, l'événement de la soirée est un match de rugby, le Racing 92 contre Brive. Mais la nouveauté depuis le 2 février, c'est la fin des jauges de 5000 personnes dans les stades, ce qui fait le bonheur des supporters. Il était temps quand même, on attendait ça dure. Aujourd'hui c'est la fête, voilà. Puis passer un bon moment tous ensemble, voilà. En dehors des terrains cette fois, voilà. Un soulagement aussi pour la vice-présidente. Depuis la fermeture des lieux en mars 2020, l'entreprise a perdu près de 25 millions d'euros. La réouverture totale des stades permettrait de retrouver une santé économique, en particulier grâce aux événements sportifs, mais pas seulement. Le gros de notre activité, ce sont les concerts. On enregistre près de 60 événements pour la saison prochaine. Donc on a besoin véritablement d'avoir une activité économique qui n'a sans contrainte sanitaire. Pour nous, c'est essentiel. Sur les 30 000 places disponibles, près de 9 000 spectateurs se sont déplacés pour assister au match. Une affluence timide, mais qui laisse présager d'un retour à la normale pour le reste de la saison. Allez, on y croit. Elisabeth II fête aujourd'hui ses 70 ans de règne, son jubilé de platine. Aucun monarque vivant n'a régné aussi longtemps. Une reine
inoxydable de 95 ans qui traverse le temps et les épreuves avec une popularité intacte. Au cours de son règne, elle a connu, tenez-vous bien, 15 premiers ministres, 13 présidents américains et tous les chefs d'État de notre 5e République. Mathilde Moreau. 70 ans de règne, 70 ans de rencontres. Élisabeth II a connu les plus grands chefs d'État, de Nelson Mandela au pape François. La reine a également rencontré tous les présidents français de la 5e République. Élisabeth II, une mémoire de ce monde selon cette biographe royale. La reine est tellement plus qu'un titre honorifique. Elle a l'expérience, elle s'est imprégnée de ce qui se passe dans le monde, des politiques du monde, des politiques de différents pays. Elle est d'une grande sagesse. Une reine qui a côtoyé de nombreuses personnalités du monde du cinéma. Alfred Hitchcock en 1955, ou encore les interprètes de l'agent secret britannique le plus célèbre. Mais également les plus grands noms du monde musical, Elton John, Madonna ou encore la chanteuse et actrice Lady Gaga. Des rencontres qui ont permis en 70 ans de moderniser la monarchie britannique. Elle est spectaculaire quand même, cette reine. Elle doit donner quelques envies à certains chefs d'État qui rêveraient d'une telle longévité. Caroline Pilastre. God save the Queen, j'ai envie de vous dire. Ah oui, quel personnage historique. Quand on refait l'histoire, mais la longévité de cette femme qui a rencontré, pour chez nous, de Gaulle au dernier président, c'est assez incroyable. Et puis aussi rappeler que c'est avant tout un symbole. La reine n'a jamais le droit de se prononcer sur les questions sociétales et politiques. Alors parfois, elle porte des tenues qui font référence justement à des périodes, comme pour prouver qu'elle est européiste. Et elle apporte toujours aussi des couleurs très vives pour qu'on puisse la reconnaître lorsqu'elle est dans une foule, au cas où sa sécurité serait en danger. Mais souvenez-vous, parce qu'elle revient quand même, si je puis dire, de loin, quand Lady Di est morte. En 97, effectivement. Tout à fait. Elle était extrêmement critiquée parce qu'on disait qu'elle était très froide avec tout ce qui s'était passé lié au divorce entre son fils et sa belle-fille. Et en fait, une fois de plus, elle a su rebondir avec son temps, avec les arrière-petits-enfants qui sont arrivés. Et puis, les Anglais sont très attachés à cette reine, évidemment, qu'ils ont toujours connue. D'autant plus avec l'arrivée de Meghan, l'américaine, métissée, qui aurait pu penser justement qu'elle aurait pu peut-être être aussi ouverte sur ces questions-là, puisqu'on la pense quand même toujours enfermée dans son château et promener ses chiens. Donc oui, la reine est un personnage, je trouve, assez incroyable et qui restera de toute manière dans les mémoires de tout le monde, même après son décès. Et il y aura encore beaucoup de séries, je pense, qui seront faites sur cette famille. Consacrées à elle. Elle a quand même 95 ans. Elle pense évidemment à la suite. Son fils, le prince Charles, et sa deuxième épouse, Camilla, dont elle dit qu'elle pourrait être reine consort alors qu'on lui réservait le rôle de princesse consort. Bon, ça c'est pour l'anecdote. C'est un modèle politique. Est-ce qu'elle pourrait être un modèle politique alors qu'on sait qu'elle n'a pas le droit d'exprimer son opinion, William T? Moi, je repense au discours de Winston Churchill lorsque son père, George VI, est décédé. Il avait dit à l'époque, lorsque les Anglais avaient perdu quand même le monarque qui les avait menés à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et c'était une période difficile, notamment avec la bataille d'Angleterre, avait dit qu'on nous avons abandonné les trésors du passé pour se tourner vers l'avenir, et que la dernière fois que l'Angleterre avait mis une reine, ça a été la grande épopée de Victoria II. Et Elisabeth II, maintenant que du coup elle a accompli une grande partie de son règne, on peut juger son règne, elle a notamment réussi la grande transition britannique en accompagnant la question de la décolonisation et en maintenant par un rôle actif le rôle du Commonwealth dans les pays d'Afrique et en Inde, et également dans toutes les différentes colonies. Deuxième point, elle a assuré une sorte de stabilité d'un point de vue institutionnel, alors que la monarchie, notamment, vivait une période de crise, notamment parce que son oncle avait abandonné le trône d'Angleterre pour le laisser à son frère, et donc du coup assurer la stabilité de la monarchie. Et troisième point, a accompagné les Britanniques. Et désormais, quand on regarde la situation des Britanniques lorsqu'elle a pris le moment du règne, et désormais, on peut se dire que les Britanniques sont revenus sur le devant de la scène mondiale, notamment avec le Premier ministre Boris Johnson. Et enfin, moi je pense, je vais faire une transition sur la France. Est-ce que du coup, la France ne doit pas adopter le modèle, c'était votre question. Un modèle monarchique, vous êtes en train de faire, j'ai peur quand même. Monarchique, mais souvent, on pense souvent à un homme providentiel, mais est-ce que le destin de la France ne doit pas se tourner vers une femme providentielle? Bon, bah voilà, une question qui est posée. Le sport, un mot de football d'abord.